en effet, il y a un côté peut-être un peu naïf, mais je trouve ça important. Je trouve que c'est peut-être aussi avec des démarches comme ça qu'on peut arriver à la révolution aussi, en se rencontrant, partageant. Je ne dis pas non, parce que je n'ai pas la recette pour la révolution. Mais si vous voulez, j'ai regardé les films, d'ailleurs je les ai vus à la télévision, quand ils sortaient, les films qu'ils ont fait sur Rodia Seta, là. Et ces ouvriers qui se plaignent des conditions, que c'est dur, ça c'est pas de la culture ouvrière. Un ouvrier ne se plaint pas, il est même fier de faire ce qu'il fait. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ils avaient choisi cet axe-là, cet angle-là, il fallait qu'on s'apitoie sur ces pauvres ouvriers de Rodia. Quand j'arrivais à 4 h du matin, j'étais même fier de le faire. Je suis sûr que je n'étais pas le seul. Donc ce côté, il y avait un côté un peu paternaliste, vous voyez. Et c'est sûrement du fait que le Parti communiste ne voulait surtout pas que les ouvriers se prennent en charge eux-mêmes. Il voulait bien avoir des ouvriers derrière lui, il voulait bien avoir un électorat ouvrier, mais en réalité, il ne voulait pas armer les ouvriers pour que ceux-ci s'en sortent. Ça, c'est pas la faute à Moribond, ni à Traforetti. C'est le Parti communiste depuis toujours. Donc finalement, les ouvriers n'étaient pas devenus ces gars audacieux et fiers, non, ça devenait ces pauvres gars qu'il fallait plaindre, puis qui en bavaient, puis qui finalement avaient des mauvaises conditions de travail. Non. Ça, c'est pas de la culture ouvrière, ça. Et la ligne éditoriale du film n'était pas du tout faite par le PC. Justement, Chris Marker a eu énormément de pression de la part du PC pour sortir ce film. Je ne dis pas le contraire, parce qu'il y a aussi des tendances un peu gauchistes dans le PC, il ne faut pas croire. Maintenant, je ne veux pas refaire ce qu'ils ont fait, mais c'est pas vraiment quand même l'angle qu'ils ont pris, c'est quand même un angle. La libération allait être amenée de l'extérieur aux ouvriers quand même. Alors que c'est pas vraiment ça qui se produirait dans une situation. Et on voit bien, 68 a changé de nature dès que la classe ouvrière est entrée dans la danse. Tant qu'avec les étudiants, c'était que des bagarres entre les étudiants et la police, et les CRS. Et dès qu'il y a eu la grève, ça a changé de caractère, de nature. Et même les étudiants ont changé. On a commencé à parler d'avenir, d'une autre société, voilà. La classe ouvrière, si vous voulez, quand elle s'arrête, elle voit tout de suite la puissance qu'elle a. Parce que tout s'arrête. Les trains, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courrier. Finalement, c'est une puissance colossale. Et ça fait partie de sa culture. Ne pas le voir, ne pas le lire, ne pas le mettre en exergue, c'est ne pas vouloir qu'elle le voie, qu'elle s'en empare. Vous voyez, j'ai découvert ça après, moi. Je n'étais pas au Parti communiste parce que mes parents n'y étaient pas, parce que j'avais commencé avec la CFDT, j'ai continué avec la CFDT, puis après je me suis orienté vers les gauchistes, tout ça, mais je ne regrette pas finalement. Et quand j'entends Traforetti aujourd'hui, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps parler de culture, c'est toujours la même culture, c'est toujours ce qu'il y a dans les livres, mais des auteurs qui finalement écrivent pour écrire. Ou pour des étudiants qui apprennent, qui passent leurs examens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qu'il faut apprendre pour passer des examens, c'est pas toujours ce qu'il faut apprendre dans la vie. Et vous pensez que ça aurait pu se passer comment alors avec une culture peut-être plus... Parce que là justement j'ai l'impression que voilà, le CPTO, vous dites voilà c'est un peu trop bourgeois, etc. Mais de quelle manière ça aurait pu alors être mis en place je ne peux pas vous dire que je le sais. Dans tous les cas, ce que je sais, moi, c'est qu'il y avait une partie des militants syndicalistes qui s'ennuyaient un peu à l'usine puis qui voulaient faire de la culture. Puis après, ils finissaient par partir. Puis ils faisaient de la culture. Un peu différente, moins chère, mais pas si différente que ça. Les syndicats, ça génère quand même une petite bureaucratie qui côtoie et voisine et vit avec des gens qui ne sont plus des ouvriers. Et puis vous ne pouvez plus les remettre à l'usine. Vous ne pouvez plus les remettre dans les ateliers. Une fois qu'ils ont quitté, ils deviennent permanents, ils deviennent secrétaires de l'union locale, ils deviennent voilà, président du CPPO, enfin oui, ils ont quitté. Et finalement, ils ont été un peu propulsés par cette puissance que seule la classe ouvrière peut avoir. Et souvent, ils quittent et ils trahissent finalement. Ils tournent le dos. Et dans les révolutions, souvent, ceux qui la prônent avant sont contre quand elle arrive. Je peux vous en amener des tonnes, même en France, en 89, même en Russie. On peut penser que Gorky était un gars qui prônait la révolution, mais quand elle est arrivée, il ne la reconnaissait pas, il était con. Puis après, il a fini avec Staline, ce qui n'était pas vraiment génial. Vous voyez, donc là, j'accuse personne, mais il faut vous dire que
Quand j'arrive à l'usine, moi, je trouve des gars qui, après les accords de 67, ils avaient au moins, ils pouvaient avoir jusqu'à 40 heures de délégation par mois. C'est-à-dire 40 heures pendant lesquelles ils n'étaient pas dans l'atelier. Et en plus, s'ils allaient à une réunion à Paris, si ça prenait 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils revenaient avec des récupérations énormes. Et certains les prenaient le dimanche, par exemple. Les prenaient la nuit, à un moment où les autres ne peuvent pas le faire. Et ça, franchement, c'est déjà profiter un peu. Même si c'est pas méchant, mais même s'ils avaient le droit juridiquement, mais finalement, prendre ces repos quand les autres ne peuvent pas les prendre, c'est... Parce que le boulot qu'on ne fait pas quand on n'est pas là, les autres le font. Vous comprenez, quand le délégué s'en va, la machine, elle ne s'arrête pas. C'est réparti sur les autres. Et les gars le savaient, ça. Et les gars en parlaient de ça. C'est très difficile de ne pas profiter des petits avantages qu'on peut avoir. Voilà. Voilà, comme être étudiant, si vous voulez, c'est un peu un avantage d'être étudiant quand même, parce que vous n'êtes pas très bien payé, mais finalement, vous étudiez sans savoir même ce que vous allez faire. Et ça, si vous voulez, c'est que dans les pays riches qu'on voit ça. Et c'est peut-être même les pays pauvres qui le payent. Ça, je l'ai appris en militant. Finalement, les populations moyennement pauvres des pays riches, souvent, elles sont aussi conservatrices que les dirigeants des pays riches. Savez-vous qui est-ce qui a introduit l'apartheid en Afrique du Sud? Parce que ça n'existait plus. Eh bien, c'était les ouvriers anglais qui arrivaient, qui ne voulaient pas être payés au même tarif que les ouvriers noirs. Ils étaient syndicalistes, ils étaient organisés, et c'est eux qui ont imposé, en fait, que les noirs soient moins payés. Ça, on le sait moins, on ne le sait plus. Mais finalement, on peut être moyennement riche, moyennement pauvre, et être aussi réactionnaire qu'un riche. Ah oui, c'est pas... Et ça, c'est une culture, finalement, qui serait bien, vous voyez, ça serait bien de diffuser, de démontrer ça, parce qu'on peut démontrer ça aussi artistiquement. Je ne sais pas si on peut le peindre, mais en tous les cas, on peut le mettre en scène, ça. C'est pas tout à fait pareil que, je ne sais pas comment je pourrais qualifier la littérature qu'on trouve en général, vous voyez, mais c'est pas quelque chose qui vise à prendre conscience de son sort d'opprimer et d'exploiter. Mais ce qui est intéressant dans l'héritage culturel du CCPPO, c'est pas tant la promotion d'une culture classique, c'est le fait que ça ait permis à des gens qui n'aient pas accès de pouvoir se la réapproprier et de la faire eux-mêmes. Par exemple, les films que vous dessinez, c'est des gens qui ont accès à l'audiovisuel qui font l'audiovisuel. Par exemple, c'est ça. Enfin, pour moi, la culture, c'est la vie quotidienne. La culture, ça doit relater la vie quotidienne qui nous fait. Et c'est dans ce sens-là Oui, où... mais accordez-moi que c'est très vite fait de se couper des autres. Et dès qu'on se met à faire un petit peu des trucs qui ne sont pas directement de la production, quand on est à la production et qu'on en sort, on n'y retourne plus. Vous savez, le CE de Sochaux, c'était une énorme entreprise. Ils avaient une maison de la culture, le long du Doubs, là, près de Perval. Bien, il y a bon nombre de syndicalistes qui se sont mis à faire de la culture, puis qui avaient perdu de vue la carrosserie, l'emboutissage, etc. En fait, ça aspire les militants de la classe ouvrière, ça. Je vois qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais ça, je le pense sincèrement. Et c'est politiquement le courant réformiste, ça. Qui finalement est hostile à l'avenir révolutionnaire de la classe ouvrière. Dès qu'on se met à vouloir réformer, regardez autour de vous, et finalement, ça se limite à pas grand-chose. Mais, Oui. mais du coup, ça se traduit par vaut mieux pas. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans ce que vous dites, même si voilà. C'est bon, bah alors on leur donne pas, on leur montre pas cette espèce de culture, sinon ils vont partir, ils vont s'enfuir. Enfin, Pas les ouvriers, non. Ceux qui se mettent à devenir les propagateurs de la culture telle qu'elle est, eux s'arrachent, eux s'éloignent des ouvriers. Ceux-là, enfin, ceux qui ont essayé de faire de la culture, ils ont finalement, Moriva, il n'a pas fini sur les machines, moi non plus, hein. Mais ils arrivent après à être conseiller municipal, après, c'est quand même l'aspirateur, ça. Des carrières, des carriéristes qui sortent de la classe ouvrière, bien sûr. Regardez bien. je sais pas si l'idée principale est de faire une carrière, c'est peut-être. L'idée au départ, elle n'est pas de ça, mais finalement, ça devient, comme la maîtrise dans l'usine, ça devient une petite aristocratie, et qui a finalement gagné ses galons sur la lutte, sur l'organisation de la lutte. Ça finit par être étranger aux ouvriers eux-mêmes.
Et c'est pour ça que les ouvriers ne mordaient pas trop. Bien sûr, ils y vont une fois, 2 fois, 3 fois, ils emmènent leurs enfants. Mais ça, quand ils reviennent chez eux, qu'ils retournent à l'atelier, ils sont les mêmes. Ils ne sont pas plus forts. Vous comprenez ça? C'est quoi la culture pour vous, en fait? Non, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que finalement, il vaut mieux comprendre le monde dans lequel on est, les rapports sociaux réels dans lesquels on s'inscrit. Et donc, ce sont des rapports de classe. Aujourd'hui, depuis que je suis jeune, j'entends parler, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de classe. Ben si, et il y a toujours des classes sociales. Et ça détermine un certain type de rapport entre les membres, déjà, puis en fonction de la position qu'on occupe. Il n'y a rien de neutre. Vous comprenez? Et cette culture-là, ça doit quand même bien pouvoir se mettre même en spectacle. Il y en a qui ont essayé d'ailleurs. Il y a quelques pièces de théâtre, je ne vais pas les citer, mais on voit quand même ce type de rapport. C'est pas